Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur cette chaîne Webikeo RoboCoach Pro sur lequel nous allons être ensemble jusqu'à midi pour 45 minutes. Je vais nous présenter succinctement, vous présenter l'outil également en 2 mots. Donc, je m'appelle Damien Olenzoyo, je suis formateur RoboCoach Pro et je vous présente Jean-Claude de Grunler qui va prendre la parole aujourd'hui sur cette thématique tant attendue et si importante dans nos vies personnelles et professionnelles. Voilà, juste 2 mots sur l'outil. Je vous ai déjà mis un petit mot dans le chat. Donc, c'est moi qui interagirai avec vous dans le chat. Posez-y toutes les questions, remarques qui vous viennent. C'est toujours très intéressant pour nous de pouvoir apporter des réponses concrètes à vos besoins. Si jamais nous sommes nombreux aujourd'hui, donc si jamais vous voyez que certaines de vos questions ou remarques, eh bien, tout simplement, nous n'avons pas eu le temps de les aborder, ne vous inquiétez pas. Nous vous donnerons le lien de notre page LinkedIn sur laquelle nous répondons après à la suite du webinaire. Nous faisons des publications pour répondre justement à ces questions et retours que vous nous faites. Jean-Claude, je te donne la parole. Merci beaucoup. Donc, on va parler d'écoute active. Et en fait, c'est un mot que tout le monde connaît, mais on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. C'est quoi l'action qu'il faut mener quand on écoute? L'action, ce serait plutôt naturellement de parler plutôt que d'écouter. Eh bien non. Aujourd'hui, on va essayer de vous convaincre que la bonne action, c'est dans l'écoute. Pour beaucoup de gens, communiquer, c'est surtout, ça se limite à parler, à se faire entendre. On est l'émetteur, l'autre est le récepteur. Il doit écouter ce qu'on a à dire et, si possible, ne pas nous interrompre. Pendant ce webinaire, nous allons découvrir qu'il vaut mieux compter sur nos capacités d'écoute, d'observation, sur notre concentration, notre capacité de mémorisation aussi, et aussi sur notre capacité à éviter nos réflexes de blocage de l'écoute. On en parlera, je vous dirai ce que c'est qu'un blocage de l'écoute et vous verrez qu'il y en a beaucoup. En réalité, l'écoute devrait représenter 80% de notre communication. Ça vous semble beaucoup, mais vous allez voir à quel point c'est précieux et comment finalement nos arguments les plus forts ne sont pas de ce qu'on dit, dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on a entendu. Décidément, ce matin, j'ai un petit souci de diction. Damien et moi, on va essayer de vous convaincre d'un truc, c'est adopter cette idée, écouter l'autre, c'est augmenter ses chances de se faire entendre. Ça sonne absurde un peu quand je le dis là, mais écouter l'autre, c'est augmenter ses chances de se faire entendre. Vous pensez que peut-être pour se faire entendre, pour écouter, il suffit de se taire. Vous allez voir que c'est pas si facile parce que non seulement se taire, c'est notre bouche qui parle, mais en même temps que notre bouche qui parle, il y a dans notre tête une petite voix qui nous parle, qui nous fait finir les phrases de l'autre avant qu'elles soient terminées et qui nous lance dans une réponse plutôt que dans une continuation de l'écoute. On va voir les situations dans lesquelles c'est possible de faire ça, c'est pas très risqué, mais il y a aussi des situations dans lesquelles c'est un petit peu dangereux parce que ça casse un peu le rythme, ça empêche de trouver la bonne longueur d'onde avec l'autre. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on va se dire, c'est il faut écouter, c'est-à-dire se taire avec nos mots, cesser de faire du bruit avec la bouche, comme disent certains, et aussi cesser d'écouter cette petite voix intérieure pour se concentrer sur ce que l'autre nous dit. Je vous ai parlé tout à l'heure de concentration et de mémorisation. Souvent, c'est là que ça se passe. Et la difficulté que nous avons à changer notre façon d'écouter, à essayer de continuer à parler, c'est que nous avons des réflexes bien en place, des habitudes. Vous le verrez, il y a des choses qu'on dit, du genre arrête de me couper la parole, laisse-moi finir mes phrases, etc. Toutes ces choses-là montrent bien que nous avons du travail à faire pour changer notre façon d'écouter.
parce qu'il va falloir remplacer ces réflexes-là par d'autres qui vont être beaucoup plus orientés dans l'écoute et dans l'attitude que nous allons prendre pendant que nous écoutons quelqu'un. Damien, est-ce que tu as… Justement, je vais rebondir tout de suite à ce que tu dis. Ça, je pense qu'en théorie, tout le monde en a conscience et le sait plus ou moins. Notamment la dernière partie, je pense que sur l'importance que prend l'écoute, pour le coup, je pense que beaucoup de monde ne s'en doute pas. Et justement, la question qui me vient par rapport à cette dernière partie, sur le fait qu'on puisse adopter des attitudes un peu contre-productives, comment on peut faire pour rester dans cette qualité d'écoute quand parfois, en fait, quand tout va bien, c'est facile, mais quand ce que dit l'autre va nous énerver, nous fatigue, nous agace, quand il vient nous ressasser quelque chose pour lequel on lui a répondu déjà 3 ou 4 fois, ou qu'on a déjà donné la réponse, mais qui semble ne pas l'entendre, ne pas l'écouter, comment on fait à ce moment-là, ou simplement que nous, on a des enjeux aussi, tout simplement, hein, même sans parler d'être dans l'émotion ou dans l'affectif, mais qu'on a des enjeux et que ce qu'il nous dit ne va pas du tout dans notre sens et peut provoquer du stress ou de l'anxiété. Comment on fait à ce moment-là pour rester dans l'écoute ? Alors, il y a 2 types de situations, on va dire, dans lesquelles il faut écouter. Une situation dans laquelle il faut surtout écouter, parce que c'est l'autre qui nous parle. Par exemple, comme dans le service après-vente, les gens qui font ce métier reçoivent des coups de fil pas très sympathiques dans lesquels ils se font engueuler parce que l'objet est arrivé cassé ou parce qu'on avait dit que ça marcherait, mais finalement ça ne marche pas. Et donc, ça, c'est une posture d'écoute qui est assez difficile, mais qui s'apprend. Et c'est un modèle, je l'appelle le modèle de service après-vente, que peut-être tout le monde pourrait adopter dans les situations où il faut écouter quelqu'un, un hiérarchique, un client, un collègue, peu importe. Quand il faut vraiment écouter l'autre, qui a un gros sac à vider, il faut être capable de l'écouter sans rien dire, sans envoyer trop de messages, en restant concentré. Et j'ai presque envie de vous dire, en essayant au contraire, l'encourager à vider son sac, à nous dire tout ce qu'il a sur la patate, de façon à ce que, petit à petit, la tension qu'il a en lui retombe. D'accord ? Chaque fois que vous dites à quelqu'un, s'il vous dit « mais ça marche pas ton truc, tu m'avais dit que ça marcherait », et là vous lui dites « mais si ça marche, c'est parce que tu ne sais pas faire », chaque fois que vous rétorquez à l'autre qui se plaint de quelque chose ou qui a quelque chose à dire, en fait, vous l'alimentez en énergie, vous faites remonter son énergie et il va continuer de plus belle et de plus en plus longtemps. Si vous arrivez à vous taire et que vous le laissez vider son sac, alors je vous signale en passant que c'est vrai dans toutes les situations de la vie, y compris à la maison, quand vous laissez l'autre se vider, finalement vous lui faites du bien. Simplement vous l'encouragez. Oui, j'entends ce que tu dis. Oui, je ne peux pas nier ça, c'est vrai. Dès que vous acceptez un petit peu sa colère, finalement, elle se vide. Et les spécialistes de ce mode d'écoute vont jusqu'à la fin amener l'autre à dire « Bon, je me rends compte que je vous ai beaucoup chargé, je vous ai reproché énormément de choses, je sais que ce n'est pas de votre faute à vous. » Et quand il est à ce moment-là où finalement il se repent un peu de tout ce qu'il a dit d'insanité et de méchanceté, on sait qu'on a préparé un terrain dans lequel il va être capable d'échanger avec nous. D'accord ? Donc ça, c'est le premier mode d'écoute, j'ai envie de dire. Laissez l'autre vider son sac, écoutez, c'est pas grave, vous corrigerez plus tard. L'autre posture d'écoute, c'est quand on parle, mais que l'autre rétorque éventuellement, il n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qu'on dit, on parlera tout à l'heure beaucoup plus de l'objection, par exemple, eh bien, être capable d'entendre ce qu'il nous dit. D'accord ? Et là, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que lorsqu'on écoute l'autre, on a tendance à se concentrer sur ce qui ne nous plaît pas et qu'on pense qu'il va falloir corriger à un moment donné. Si vous vous concentrez là-dessus, vous êtes dans on va dire une attitude qui n'est pas extrêmement positive, qui est peut-être un peu défensive et qui risque de devenir un peu offensive. Donc, je vous propose de vous concentrer plutôt sur ce qui peut vous convenir, sur ce que vous pouvez accepter dans le discours de l'autre. D'abord, ça vous rendra plus joyeux, d'accord ? Et puis, il vaut mieux parler de ce qui va bien. Bien sûr, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui ne va pas ? Eh bien, une fois qu'on a mis l'autre, encore une fois, dans une
situation où il n'y a pas de, comment dirais-je, d'opposition objective, eh bien, l'autre se calme quelque part aussi et on est beaucoup plus en situation de trouver éventuellement un terrain d'entente ou quelque chose qui ressemble à une conversation, on va dire, d'accord? Quand vous regardez la télé et que vous voyez des politiques de partis différents, ils ne sont évidemment pas d'accord entre eux, vous noterez à quel point on va vite dans la confrontation. On quitte très vite le mode de la conversation, c'est parce que on réagit uniquement à ce qui ne nous plaît pas chez l'autre. Certains très habiles vont aller chercher justement, je dois dire que je suis assez d'accord avec vous sur cette partie-là. En revanche, sur l'autre, pourquoi? Parce que on a parlé dans d'autres webinaires un petit peu de la loi de la réciprocité. Quand vous ouvrez une porte à l'autre, d'abord il la franchit, et ensuite à son tour, il en ouvrira probablement. Vous voyez, c'est cette loi de la réciprocité, vous la connaissez. Il suffit par exemple de vous rappeler les fois où vous avez souri à quelqu'un juste parce qu'il venait de vous sourire. D'accord? C'est ça la loi de la réciprocité, et si vous l'utilisez, vous verrez que dans l'écoute, c'est extrêmement utile, c'est extrêmement performant. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'en plus, tu vois, j'avais envie d'aller dans ce sens-là et puis on a plein de questions sur le chat qui vont dans ce sens-là aussi avec des tonalités un peu différentes, mais grosso modo, l'idée c'est on a par exemple, je remonte un tout petit peu, mais Abdoun qui disait comment aborder une conversation quand l'autre ne laisse pas s'exprimer ou ne prête pas attention à ce qu'on dit. En fait, c'est ça, c'est quand il y a conflit ou quand l'autre en face ne semble pas disposé à la communication. On a aussi Louange qui dit est-ce que le silence, notamment j'imagine dans des situations un peu tendues comme ça, peut pas être interprété par la personne en face comme un manque d'intérêt pour ce qu'elle nous dit. Et enfin, on a Isabelle qui dit quel conseil vous pouvez emmener dans la gestion de l'agressivité. Et donc tout ça, ça va dans le sens de ce que je voulais dire, c'est justement quand on en arrive à cette tension ou à cette éventuellement agressivité ou à ce qu'on pourrait appeler la genèse d'un conflit. Donc c'est souvent en plus des moments dans lesquels on peut manquer de recul soi-même et du coup se faire un peu avoir par ses propres émotions, entrer en tension. Voilà. Est-ce que justement, quels sont les pièges à éviter et comment gérer ces situations-là? Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de répondre à toutes. La chose la plus importante à retenir, c'est, on parle beaucoup d'agressivité évidemment. Rappelez-vous du service après-vente. Si vous laissez l'autre parler, alors d'abord, il y avait une première question qui était intéressante sur comment est-ce que je montre à l'autre que je m'intéresse à ce qu'il dit si je ne parle pas de mon côté. Alors, oui, ça c'était, je crois, oui, Louange qui disait le silence peut parfois être interprété par la personne en face comme un manque d'intérêt pour ce qu'elle nous dit. D'accord. Alors, oui, on pourrait dire ça, mais en fait, l'intérêt que vous montrez à l'autre, il est aussi dans le langage du corps. Ce n'est pas toujours dans le langage verbal, c'est beaucoup plus dans le langage du corps. C'est-à-dire que vous lui montrez, vous acquiescez un petit peu, vous faites un petit peu des mots avec le visage pour montrer que oui, vous avez entendu ça, vous êtes étonné par ci, vous êtes content de cela, etc. C'est comme ça que l'autre voit que vous le suivez. Gardez votre regard dans le sien pour bien lui montrer que vous écoutez, vous êtes concentré sur ce qu'il vous dit. Quand vous parlez, rappelez-vous que vous alimentez éventuellement la colère de l'autre. Si par exemple vous dites « mais c'est pas la peine de t'énerver », il n'y a rien de plus énervant que ça. Donc, essayez d'éviter justement les mots comme ça et continuez à regarder l'autre, lui planter vos yeux dans son regard, de sorte qu'il sache que vous êtes vraiment avec lui. Ça lui suffit et dites-vous, je vais le laisser vider son sac. C'est vous qui contrôlez la situation. Lui, il a l'impression qu'il la contrôle parce qu'il parle fort, parce qu'il vous agresse, parce qu'il se dit peut-être qu'en ce moment, vous avez les dents qui claquent ou les genoux qui cognent parce que vous avez peur. Mais en réalité, vous vous dites, j'attends qu'il ait vidé son sac et à ce moment-là, il sera moins énervé et on va pouvoir parler plus tranquillement. D'accord ? Plutôt que d'essayer de parler à votre tour, auquel cas il va répondre « laisse-moi finir »,
arrête de m'interrompre, etc. D'accord ? Donc, j'espère que ça répond à la question. Sinon, vous n'hésitez pas à en demander davantage. Je pense que c'est surtout ça. Apprendre à écouter, c'est apprendre à se gérer soi. Évidemment, si vous écoutez ce qu'il dit, vous allez vous dire, c'est épouvantable, il faut que je réponde. D'accord ? Vous êtes d'accord que c'est ça qu'on pense ? Il faut que je lui réponde. Je ne peux pas le laisser dire ça. Eh bien, à mon avis, si, vous pouvez. Laissez-le dire parce que ce qu'il dit là, c'est sous le coup de la colère. Quand la colère sera retombée, quand la tension sera retombée, vous pourrez parler de façon beaucoup plus constructive. Est-ce que tu peux me redonner les questions qui étaient venues? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était donc il y avait donc Louange qui disait ça, puis j'essaie de les retrouver. Il y avait voilà Abdoun qui disait comment aborder une conversation avec quelqu'un qui ne permet pas à l'autre de s'exprimer ou qui ne prête pas attention à ce qu'on lui dit ou à ce que vous dites. Alors, ça me fait penser un petit peu aux réunions dans lesquelles il y a des gens qui disent mais on ne m'écoute pas, pourtant je connais la réponse à la question, mais on écoute plus volontiers les autres, pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas moi? Il y a pas mal de choses à faire pour se faire entendre. D'abord, encore une fois, le plus important, quand vous êtes dans une posture d'écoute, vous écoutez ce que l'autre a à dire, que ce soit agréable ou pas, ne compte pas, vous le laissez vider son sac. Une fois qu'elle a terminé, s'il a tenu le micro tout le temps, vous pouvez lui dire à un moment donné, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que j'en pense? Est-ce que j'ai une petite place dans cette conversation ou bien il n'y a que toi qui parles? Comment tu vois les choses? D'accord? Mais vous dites ça à un moment donné où l'autre s'est calmé un petit peu. Et lorsque vous reprenez la parole, attention au blocage de l'écoute. Ne finissez pas ces phrases, ne rectifiez pas ces erreurs, ne rappelez pas des souvenirs, n'essayez pas d'être intrusif, ne donnez pas de conseils. Enfin, il y a un tas de choses, vous savez ce qu'on fait dans les... dévaloriser son interlocuteur, imposer son point de vue, utiliser aussi le oui, mais. Si je vous dis, vous tous qui assistez à ce webinaire, vous êtes formidables, mais je viens de casser ce que j'ai dit au départ. Vous n'êtes plus formidables puisqu'il y a un mais. Donc le oui, mais est quelque chose qu'il faut éviter aussi beaucoup. Donc donner raison à l'autre en lui disant « Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais… » On est d'accord que vous n'êtes plus d'accord. Donc c'est vraiment ça qu'il faut surveiller pour laisser l'autre à la fois se vider et ne pas devenir provoquant, ne pas chercher à avoir raison tout de suite. Et j'ajouterais qu'avec un peu de réflexion, vous pourriez vous dire, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment, il m'a l'air un peu trop énervé, il m'a l'air un peu trop sûr de lui, il m'a l'air un petit peu remonté contre moi, je vais tenter ma chance à un autre moment, donc je vais essayer d'interrompre la conversation. Et pour ça, il y a pas mal de moyens. Vous pouvez dire, je sens qu'il y a tu as vraiment beaucoup de choses à me dire, est-ce que tu veux bien qu'on en reparle à un autre moment? J'étais pas préparé à une conversation comme celle-là, ou bien n'importe quel autre prétexte. J'ai mes petits pois sur le feu, il faut que j'aille couper le gaz. Donc, trouver n'importe quel prétexte, c'est pas important, mais essayez d'arrêter la conversation. Nous avons un problème à ce niveau-là, c'est que nous sommes toujours dans l'urgence de régler la situation. Le moment où la situation se présente n'est peut-être pas le meilleur moment pour la régler. D'accord? Attendez que les choses s'apaisent un peu. Ça me fait penser à quelque chose et après je te livre d'autres questions. Alors d'ailleurs j'en profite, hein, merci pour toutes les questions et remarques ou apports que vous emmenez dans le chat. Continuez, c'est super. On ne peut pas toutes les prendre, hein, donc je sais qu'il y en a qui sont passés auxquels nous n'avons pas répondu. Mais je redis pour les retardataires ce que j'ai dit au début. Toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, nous y répondrons dans des publications sur la page LinkedIn RoboCoach Pro, donc vous pourrez les retrouver sans aucun problème. Je prends une question qui nous amène un tout petit peu sur un autre sujet, mais qui est très intéressante. L'écoute active ne concerne pas que les personnes en dialogue qui se coupent la parole. J'attendais plus, donc ça c'est Sylvie qui nous dit ça. Comment aussi garder une écoute active dans une conférence? Donc j'imagine
quand on est conférencier ou quand on peut… Alors, je vais élargir ça un tout petit peu parce que c'est peut-être pas une situation qui correspond à la majorité des personnes qui sont là, mais je vais élargir un tout petit peu à quand on a un auditoire face à soi, un groupe, on fait une presse, on anime une réunion d'équipe dans laquelle on doit présenter n'importe quel sujet. Comment on peut faire en étant orateur pour garder quand même cette écoute active vis-à-vis du public? Alors, a priori, j'aurais dit plutôt que c'est le public, j'espère qu'il y a une écoute active. Mais effectivement, pourquoi pas, l'orateur aussi doit être attentif. Alors, écoutez, je vais vous dire un truc bizarre, on écoute avec les oreilles, bien sûr, mais si vous voulez mon avis, on écoute encore beaucoup mieux quand on écoute en même temps avec les yeux. Donc, j'ai envie de dire que peut-être pour un orateur, s'apercevoir si son public commence, il y a des yeux qui se ferment, des bâillements dans la foule, peut-être que ça veut dire qu'il faudrait réanimer un petit peu le débat ou réanimer la présentation pour que les gens se réveillent et comprennent que ce que vous dites les intéresse. Je pense que choisir dans la manière dont on présente les choses, moi-même d'ailleurs, vous pouvez m'évaluer là-dessus, est-ce que par moment je suis plus direct, est-ce que par moment je suis un petit peu plus monocorde, etc. Donc je suis à l'écoute de ça, de moi-même, j'ai envie de vous dire, pour essayer de ne pas rester dans cette platitude qui fait que je vais perdre votre intérêt. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui a… Alors, Sylvie précise, voilà. Ma question concerne le public, donc je ne sais pas… donc, oui. Alors, la responsabilité revient à l'orateur. S'il n'est pas intéressant, rester dans l'écoute active, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est essayer d'entendre ce qu'il dit mal, essayer d'entendre ce qui peut-être n'est pas tout à fait précisé, et puis aussi, pourquoi pas, intervenir, poser des questions, aider l'orateur à se recentrer. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ça. Hein. Être dans l'écoute active, c'est interagir. Sylvie remercie pour ça. On a Leïla qui nous demande, est-ce qu'il y aurait des astuces pour améliorer, voire donner à l'autre envie de nous écouter attentivement? Par exemple, dans le cas d'entretien ou lorsqu'on aimerait se confier sur un sujet qui nous semble important. Oui. Alors, j'aime beaucoup cette question. Elle me fait penser à un tas de choses en même temps parce que, vous voyez, par exemple, quand on voudrait que quelqu'un nous rappelle, je ne sais pas si ça vous arrive, vous appelez quelqu'un, il ne répond pas, et du coup, vous lui dites, écoute, je t'appelle parce que j'aimerais bien que tu me rappelles. Là, il faut que j'aille voir le médecin et je pensais que peut-être tu pourrais m'accompagner parce que j'ai un peu peur. Bref, vous lui dites tout ce que vous aviez à lui dire et à la fin, vous lui dites, rappelle-moi. Franchement, est-ce que l'autre va vous rappeler? Vous lui avez tout dit. Donc, si vous voulez intéresser quelqu'un, ne déballez pas tout ce que vous avez à dire, soyez un petit peu stratège dans votre présentation, essayez de dire les choses qui suscitent l'intérêt. Vous pouvez poser des questions. Est-ce que tu aimerais savoir comment finalement ça s'est passé pour moi l'autre jour dans cet entretien que j'ai eu avec mon boss? Là, vous venez de préparer l'autre à écouter. D'accord? Là, on n'est pas tout à fait dans l'écoute active parce que là, on est plutôt dans l'inverse, comment intéresser quelqu'un, eh bien, essayez de susciter son intérêt, plutôt que de simplement dire ce que vous avez à dire, d'accord? Essayez de trouver une façon pour attirer son attention. Je reviens un petit peu à l'écoute active. Avant que tu poses une question, si tu veux bien, Damien, je voudrais juste parler d'une chose extrêmement importante, c'est l'objection. Oui, ben c'est là-dessus que j'allais te… Voilà. Ouais, tout à fait. Comme quoi… Alors, l'objection, évidemment, c'est une contrariété, d'accord? Vous exposez votre belle proposition à quelqu'un et il s'objecte sur certains points. Il a des objections à vous présenter. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous concentrez sur ce qui vous déplaît dans ce que vous dit l'autre, ça vous met dans un état nerveux un peu différent et vous allez avoir tendance à être un peu plus sur la défensive ou sur l'agressivité, ou vous allez avoir tendance à sortir tous les arguments auxquels vous pouvez avoir accès pour essayer de convaincre l'autre. Je pense qu'en réalité, l'objection, c'est un levier. C'est un levier pour se rapprocher de son objectif. Quand quelqu'un vous fait une objection, il vous dit ce qui ne lui convient pas.
Et si vous introduisez cette partie-là dans votre discours à vous, vous touchez à sa motivation. C'est beaucoup plus fort que vos arguments. Par exemple, quelqu'un vous fait une objection parce que vous vous apercevez à travers ce qu'il vous dit qu'il a besoin d'être sécurisé sur un point. Eh bien, il vient de vous rendre service. Sécurisez-le. Si vous écoutez tranquillement l'objection, vous aurez tout à fait la liberté d'esprit, vous êtes libre, vous êtes disponible pour lui dire pour lui parler de l'aspect sécuritaire qui l'inquiète. Si c'est le côté de l'argent, par exemple dans votre proposition, voilà. Plutôt que de sortir des arguments pour forcer le passage et obliger l'autre à trouver que ce que vous lui dites est formidable, essayez plutôt de l'écouter et d'entendre dans ce qu'il vous dit ce dont il aimerait que vous lui parliez. D'accord ? On peut aller très loin là-dedans parce que les gens qui gèrent bien l'objection sont des gens qui arrivent toujours ou presque toujours à leur fin. D'accord ? Donc l'objection, commencez par la prendre comme quelque chose de positif parce qu'elle est un renseignement précieux pour vous. Et si vous savez bien l'écouter, vous arriverez à la retourner comme un argument positif pour votre interlocuteur. Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a des signaux, tu sais, que l'on pourrait indiquer, que l'on pourrait guetter chez soi-même dans notre façon d'être, dans notre façon d'être face à l'autre, dans la discussion, dans l'échange, qui nous montrerait qu'à ce moment-là, ou même si je prends, par exemple, pareil, un orateur face à un groupe, qui me montrerait, ou face à une personne, qui me montrerait à ce moment-là que je suis plus dans cette qualité d'écoute qui me permet justement de tirer profit aussi des objections que la personne va me formuler. Alors, très bonne question, parce que dès qu'il y a des signes chez nous, en fait, c'est vrai, on pourrait remarquer, dès l'instant où j'ai envie de dire à l'autre, tu ne m'écoutes pas, c'est que je ne suis plus moi-même dans l'écoute. Parce que si je lui dis tu ne m'écoutes pas, ça veut dire que lui, il me parle. Et donc, c'est vraiment le moment de me mettre dans l'écoute et attendre que l'autre ait fini de parler. Hein, vous connaissez, on dit toujours arrête de m'interrompre, ne me coupe pas la parole, laisse-moi te répondre, laisse-moi finir mes phrases. Je ne sais pas tout ce qu'on dit à ce niveau-là, mais on est assez énervé. Et bien entendu, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'écoute du tout. On a besoin d'abord de dire. D'accord ? Ça, c'est un signe. Je pense que ça nous arrive dès qu'il y a une situation où on est un petit peu, non pas en conflit, mais où il y a un argument, il y a des arguments très forts des deux côtés, on a tendance à ressentir un petit peu le besoin de dire « mais laisse-moi parler ». Dès que vous ressentez ça, dites à vous-même « non, laisse-moi l'écouter ». D'accord ? La petite voix intérieure, vous lui dites « laisse-moi l'écouter ». D'accord ? Nous avons trop tendance à écouter pour répondre. On est plus dans la riposte que dans l'écoute. Donc, il faut essayer de se mettre en situation d'écoute, faire taire un petit peu notre besoin de répondre et dire si ce qu'il dit ne me convient pas, eh bien, à la fin, je lui ferai ma proposition. Hein ? Voilà. Si vous n'êtes pas apaisé vous-même, vous ne pouvez pas apaiser l'autre. D'accord ? Si vous êtes énervé par une objection, il sera énervé par votre réponse. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, pardon. Non, je voulais pas te couper. C'est que ça me fait penser à une question qui a été posée juste plus haut, parce que c'est souvent un problème que l'on rencontre dans la gestion de projet, quand on est team leader ou quand on est manager, parfois de le prendre comme une remise en question personnelle et du coup de se braquer et de se raidir un peu dans ces postures-là qui sont contre-productives. Et on avait Cécile, j'ai retrouvé un tout petit peu plus haut, qui nous demandait justement quelle formation pourrions-nous conseiller à un manager qui a une communication trop frontale ? Eh bien, excellente question. Il y en a plusieurs, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est adapter son mode de communication. En réalité, quand vous parlez à quelqu'un, il faut vous adapter un petit peu à lui, déjà à son état nerveux, à son besoin de vous convaincre, à son besoin d'avoir raison. Méfiez-vous de ça, on a tous besoin d'avoir raison, certains plus que d'autres. Donc, toutes ces petites choses qu'on va sentir chez l'autre, ça nous permet aussi de modérer un peu notre ardeur et de lui laisser peut-être un petit peu plus de place.
Est-ce que ça répond à la question? Je pense, je vais laisser Cécile nous dire si ça répondait à sa question ou pas. Je n'ai pas encore son retour. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété la question, effectivement. Et du coup, ça m'en fait venir une autre qui rejoint une question qui a été posée, pareil, il y a quelques instants. C'est quand on a face à soi, à l'inverse, qu'on travaille avec un manager, un chef d'équipe, un chef de projet, peu importe, qui va avoir une attitude, alors soit très, tu sais, très dans des jugements du style là c'est bien, là tu m'as déçu, là voilà, qui ne sont pas des jugements, qui sont pas des critiques constructives sur des faits ou un travail rendu, mais plus sur un jugement personnel, ou pour aller même encore plus loin, quand on est même des fois à travailler avec quelqu'un ou un manager qui va être un peu toxique. Comment on peut justement se positionner à l'inverse quand on n'est pas le manager qui a la communication frontale, mais au contraire celui qui l'a subi? Oui, on pourrait dire que c'est un manager paternaliste, disons, hein, qui, au lieu de critiquer ce que tu as fait, critique la personne que tu es. Évidemment, ça fait mal et ça rend nerveux. Quelle est la bonne attitude à avoir à côté de ça? Ben là aussi, j'ai envie de dire, laissez-le d'abord se vider. Cherchez les points, quand vous l'écoutez, vous critiquez, cherchez les points sur lesquels vous pourriez être d'accord. D'accord, parce que vous reconnaissez qu'en effet, vous lui aviez dit que ce serait pour hier soir et finalement vous lui avez remis ce matin. Admettre la part des choses qui finalement vous revient, si vous avez cette objectivité de dire oui, c'est vrai que vous l'apaisez, d'accord? Il se dit, elle m'écoute, il m'écoute, c'est très bien, il est satisfait dans son besoin d'avoir raison. Mais là, une fois que ça c'est fait et que tout le monde est calme, c'est le moment de revenir à la charge et de dire, en revanche, si tu me permets une remarque, j'ai pas trop apprécié ce que tu m'as dit là-dessus, ou je trouve que tu es un peu injuste avec ça, etc. Ça peut le recadrer pour la prochaine fois, et aussi, ça lui apprend que critiquer ce qui a été fait, c'est tout à fait normal pour un manager. Critiquer la personne, c'est pas du tout normal pour un manager. J'amène juste un autre élément sur cette question-là qui me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, je reprends ce que tu disais tout à l'heure là-dessus, mais c'est dites-vous bien que quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas dans l'écoute ou quelqu'un qui, je voyais une personne qui disait quand on a quelqu'un qui part dans des diatribes insupportables, quand quelqu'un qui va aussi être dans une attitude paternaliste, quelqu'un qui va être dans l'agressivité ou qui va être dans une attitude passive-agressive, etc., etc., vous avez dans les mains une télécommande avec un bouton volume up et un bouton volume down. Et le bouton qui, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bouton qui va vous faire augmenter le volume et en fait renforcer la posture, la raideur, donner de l'énergie finalement à ce sur quoi l'autre se fixe, c'est chaque fois que vous allez essayer de vous justifier, de vous expliquer, d'expliquer à l'autre, d'argumenter, de vouloir le convaincre, de vouloir lui montrer qu'il n'a pas bien compris. Non, vous êtes vraiment professionnel et investi. Et chaque fois que vous faites ça, en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais vous augmentez sa posture. Et chaque fois que vous le questionnez, vous la diminuez, sa posture. Chaque fois que vous le questionnez, vous lui redonnez du temps de parole et vous lui montrez, pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, que vous êtes prêt à le laisser vous influencer, vous êtes prêt à l'écouter. Et du coup, en plus de glaner plein d'informations et tout ce que Jean-Claude a pu évoquer, ben, vous diminuez en fait la force de sa posture d'opposition ou autre. Ça me fait penser à ça. Est-ce à dire, pour rebondir sur ce que tu disais par une question et quelque chose dont nous avions envie de parler aujourd'hui, est-ce à dire que ça consiste schématiquement à se mettre un peu, à éviter les malentendus et à essayer de trouver comment être sur la même longueur d'onde que son interlocuteur? La longueur d'onde, c'est quand, vous voyez, on va dire, c'est presque une joute oratoire. Il y en a un qui fait un monologue et il y a l'autre qui est obligé d'écouter jusqu'au bout. C'est vraiment, pour celui qui écoute, il a besoin de patience. Celui qui parle décharge quelque chose. Mais celui qui écoute prend cette charge. Et donc, il est important qu'il la gère bien
pour qu'elle ne l'envahisse pas trop et qu'il ne se retrouve pas complètement abasourdi à la sortie, en étant frustré parce qu'il n'a pas pu s'exprimer lui aussi. Donc, il y a évidemment quelque chose à gérer. Je pense qu'on a vu un petit peu des moyens de faire ça. Mais encore une fois, s'adapter à l'autre, essayer de le laisser se vider de son énergie, sans trop tenir compte de ce qu'il dit, parce que c'est jamais très agréable de toute façon, donc c'est pas ça qui est intéressant. Mais plutôt de se dire, une fois qu'il aura fini, on essaiera de trouver un moyen de s'entendre. Et encore une fois, la bonne façon d'accuser le coup, c'est de l'approuver. Hein. Cherchez dans ce qu'on vous dit, même si c'est un monologue, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui peut me plaire, et vous reformulez ça simplement. Oui, je trouve que tu as raison quand tu penses à ça. Et du coup, l'autre est beaucoup plus intéressé à ce que vous avez à dire. Beaucoup plus que si vous lui disiez, par exemple, bon, dis donc, tu as fini de parler tout seul, là, j'ai le droit de parler moi aussi ou quoi. Hein. Évidemment, ça n'appelle pas de la part de l'autre quoi que ce soit de positif. Il faut vraiment essayer de rentrer là-dedans. Votre meilleure arme, c'est d'accepter la situation provisoirement. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir un paillasson, mais accepter cette attitude de l'autre et désamorcer-la en le satisfaisant quelque part avec un détail sincère. D'accord ? Vous ne lui dites pas « j'adore ce que tu dis » si vous n'aimez pas ce qu'il a dit. Il faut être toujours dans la sincérité. Voilà. Damien, je pense que tu as une bonne surprise pour tout le monde à nous annoncer. Est-ce que c'est le moment pour en parler d'après toi ? Alors, on va en parler dans 2 minutes. J'amène juste une dernière petite question parce que je pense qu'on peut y faire une réponse courte et elle a été posée plusieurs fois. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas répondu. Si vous êtes arrivés en cours de route, comme je le disais, nous y répondrons à toutes sur la page LinkedIn de RoboCoach Pro parce qu'on était nombreux aujourd'hui, on ne pouvait pas répondre à tout le monde au fur et à mesure. Effectivement, il y a une question qui a été posée de nombreuses fois, c'était justement quand on est face à quelqu'un et qu'on essaie d'être dans l'écoute active, est-ce qu'on peut prendre des notes ? Ah, excellente question. Oui, si on ne donne pas l'impression qu'on est en train d'écrire un livre. D'accord ? Si vous relevez le regard régulièrement pour l'écouter et puis ensuite vous notez quelque chose, à la limite, je dirais que c'est un peu flatteur. Ça dépend du sujet de la conversation, mais quand vous prenez des notes, en réalité, vous dites à l'autre, tu me dis des choses importantes que je voudrais éviter d'oublier. Donc, c'est toujours une très bonne chose. Ça donne le côté je prends la situation au sérieux puisque je veux en garder un souvenir précis pour pouvoir le réutiliser. D'accord ? Mais n'oubliez pas que si vous faites juste écrire en regardant votre feuille et en ayant le stylo qui court sur la page, ça peut être un peu déstabilisant pour l'autre. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est le temps du coup de venir à la petite surprise que nous avons à vous proposer et de clôturer ensuite ce webinaire ensemble. Je vais vous partager un document. Voilà, normalement, vous devriez le voir, ce document. Donc, je vais d'abord tout simplement récapituler ce que nous venons de dire. Voilà, ce document, vous l'aurez aussi, il vous est envoyé suite au webinaire. Il est téléchargeable, donc voilà, aucun souci là-dessus. Vous pourrez y revenir. Je me profite aussi pour dire un petit mot à celles et ceux qui nous regarderont en replay. Vous pouvez également avoir ce document et cliquer sur les liens que vous y trouverez. Donc, si nous résumons ce que nous avons abordé ensemble sur l'écoute active, les 4 points fondamentaux importants, c'est la première chose, si je veux pouvoir influencer mon interlocuteur, c'est d'être capable de le laisser m'influencer. C'est fondamental, plus que la qualité de l'argumentaire ou autre, c'est d'abord qu'il puisse sentir qu'il peut m'influencer pour que je puisse ensuite l'influencer. La deuxième chose, c'est il faut bien différencier, reformuler, après avoir questionné et laisser finir mon interlocuteur, ou finir ses phrases en partant d'une posture qui va finalement le couper dans ce qu'il voulait dire, voire des fois me priver d'une info parce que je peux mal anticiper ce qu'il allait dire. Le troisième point qui est important, c'est dans son discours, éviter à tout prix de tiquer, de rebondir sur ce qui vous gêne ou ce qui ne vous va pas parce que vous allez renforcer ça. Et au contraire, abonder, rebondissez, valorisez
saisissez au vol tout ce qui va dans votre sens. Le 4e point, c'est en fait une personne qui vous dit une objection, c'est une personne ou des objections. Paradoxalement, c'est une personne qui a déjà décidé que ce que vous lui proposez lui plaît. Si ce que vous lui proposez ne lui plaisait pas, elle vous proposerait autre chose, elle irait sur d'autres choses, elle ne vous écouterait pas. Quelqu'un qui vous répond par des objections ou des oui mais, pour le dire comme ça, c'est quelqu'un qui a déjà envie de vous suivre. Simplement, cette personne-là, elle vous donne toute une liste de checkpoints à passer qui vont la rassurer sur le fait qu'elle a raison de vouloir croire en votre idée, que les risques auxquels elle pense, vous y avez pensé ou vous allez les analyser. Donc, prenez ces objections-là un peu comme des panneaux de direction sur un sentier qui vous indiquent par où passer pour arriver à votre objectif. Parce que parfois, votre objectif, vous le voyez, vous êtes en bas de la randonnée, vous voyez le sommet là, mais passer tout droit à travers les ronces, ce n'est pas forcément le chemin le plus facile, même si on dirait que c'est le plus court. Donc parfois, suivre les panneaux que l'autre vous donne vous permet de suivre le sentier et d'aller au bout. Et dernière petite chose, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, nous avons une chaîne YouTube RoboCoach Pro avec des super vidéos sur les formations, sur les tests, sur les exercices, sur la logique pédagogique, sur la valeur de l'entraînement, puisque vous avez une phrase qui résume la pédagogie, c'est que rien ne résiste à l'entraînement. Nous avons une page LinkedIn sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les semaines, nous publions des trucs et astuces, des outils, des conseils et les réponses aux questions qui ont été posées. Et vous pouvez aussi évidemment vous abonner à la chaîne RoboCoach Pro sur Webikeo pour être informé de tous les webinaires à venir. Merci Jean-Claude, merci à toutes et tous pour votre participation très active et très intéressante sur le chat et au plaisir de vous retrouver dans un mois au plus tard. Merci beaucoup. À bientôt. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.